24 janvier. J'ai trouvé en fait un nouvel angle d'attaque pour mes développements. Après avoir passé un peu de temps avec le naufrage, euh, avec la chronologie ou chronique du naufrage en cours, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. J'ai comme l'impression que je ne peux pas rester longtemps à traiter de cette thématique-là. Et j'ai envie de passer à autre chose. Et toujours, c'est une recherche continue de la meilleure formule ou du meilleur parapluie pour finalement se permettre de dire beaucoup de choses en même temps, mais qui auraient toujours une certaine cohérence et un air de famille, pas tellement des choses opposées, mais des choses qui ont de la proximité. Donc, archéologique. Là, c'est aussi, comme on dit, quand j'ai pensé à Armand Gatti, en fait, avec ce passage par Toulouse, cette résidence à Toulouse, dans laquelle il y a eu ce qui a été appelé à l'époque euh, l'aéroptérix, en fait, d'après un oiseau préhistorique, donc l'aéroptyro, je ne sais plus comment d'ailleurs le prononcer. En tout cas, je ne sais pas si c'était le nom d'une compagnie, je ne sais pas. En tout cas, c'était un nom qui était présent sur les affiches et sur le travail qui a été effectué par peut-être par Mangati lui-même et sûrement par la structure qu'il a invitée, qui s'appelait à l'époque Centre de promotion culturelle CPC, qui a changé de nom et qui est devenu autre chose plus tard. En tout cas, donc, Aérotyrix, je ne sais plus comment on le dit exactement, m'a fait un peu penser de façon assez presque logique à archéologie. Et donc, archéologique est venu se présenter spontanément à mon esprit archéologique, puisqu'on est dans une sorte de rapport au temps qui est toujours euh, concentré sur le temps passé, qui est le temps dense, euh, contrairement au temps actuel qui serait le temps vide. Euh, et le temps passé serait le temps habité et presque désiré, et celui-là c'est le temps non habité, désaffecté, déserté, dans lequel c'est la présence l'absence plutôt qui est dominante plus que la présence. Et s'il y a une présence, c'est uniquement comme une sorte de témoin. C'est pour témoigner de ce qui s'est passé. Et non pas pour témoigner du présent, mais de témoigner du passé. C'est un rôle donc archéologique. Évidemment, on sait ce que c'est que l'archéologie, mais archéologique au pluriel, c'est une sorte de, là encore une fois, une, une thématique très ouverte et très prometteuse pour tout maître. Archéologique, pourquoi? Parce que finalement, l'archéologie, c'est la science du fragment. C'est la science finalement, du vestige. C'est la science de l'objet du passé, les objets du passé. Et souvent, l'archéologie s'intéresse autant à un objet qui est encore en capacité de servir et un objet qui a fini par ne plus être fonctionnel. Ça peut être, comment on peut appeler ça, euh, un objet en pierre, un objet lithique. Voilà, quelque part, là aussi, les,
côté affûté finit par s'émousser. C'est un objet qui est jeté, ou alors on peut aussi s'intéresser aux déchets d'un atelier de taille, de silex. C'est aussi important. Bien sûr, c'est pas aussi important que l'outil, mais c'est important. Tout est important. Que ce soit un fragment d'un os, après on va voir si l'os est resté tel quel, ou s'il a été, je ne sais pas, si c'est un os, par exemple, on peut se poser la question si un os d'un être humain, s'il n'a pas été finalement, s'il n'est pas passé la cuisson. Donc on peut déduire des pratiques anthropophages, peut-être rituelles, peut-être pas. En tout cas, chaque élément est parlant, chaque élément est précieux. Et là aussi, dans la préhistoire et dans l'archéologie, il y a le phénomène des couches, le phénomène de l'empilement, le phénomène de l'accumulation. Bien sûr, l'archéologie, c'est comme les couches géologiques, c'est des couches. En général, les couches ne se mélangent pas. Donc les couches viennent s'ajouter aux couches précédentes, mais il n'y a pas de mélange. Alors que par exemple, la mémoire humaine, elle n'a pas cette précaution-là. La mémoire humaine, elle va finalement partout. Elle, est, elle, elle ne reste, elle ne respecte pas la chronologie, pas du tout. On peut se servir d'une couche, enfin, d'un âge ou d'un moment de sa vie pour finalement en faire un élément très actuel. Je ne sais pas, il peut y avoir par exemple un malentendu avec quelqu'un, et ce malentendu est très vieux. Pourtant, on le réactualise, on le fait revenir à la surface et on en fait un élément très presque clivant. Voilà, donc un élément prépondérant, un élément décisif, un élément qui va décider du sort de la relation tout entière. C'est comment donc l'archéologie archéologique, c'est un peu être là en face de quelque chose qui doit être observé tel qu'elle est, qui doit être consigné dans ses moindres détails et surtout j'allais dire la topographie, surtout le, on ne peut pas déplacer les objets. Par exemple, on ne peut pas déplacer un élément pour le mettre près d'un autre élément. On prend les choses telles qu'elles sont. Et on est là en face de son passé. Le passé, on ne peut rien y changer. Il faut le considérer tel quel. Il ne bouge plus. Bien sûr, il est signifiant, mais on ne peut plus rien y changer. Donc on est là, on constate. Donc on fait une sorte de fouille, une sorte de pénétration dans son propre passé. On essaie chaque fois, finalement, comme la préhistoire, c'est un élément qui souvent basé sur la découverte fortuite. Donc les éléments du passé, notre passé, se présentent de façon souvent fortuite et aléatoire. Et nous avons des remontées comme ça. Tiens, on tombe sur un fragment. Je ne sais pas par quel miracle, cela ressurgit. Et voilà, on est obligé d'y faire attention, on est obligé d'y consacrer du temps, de l'entreprendre, de le cataloguer, de lui donner une place dans la perception qu'on a de soi. Donc archéologique, c'est une chose, alors c'est une chose intéressante parce que archéologique, ça pourrait être le titre d'une œuvre plastique, pourquoi pas. Archéologique, donc quelque chose qui serait axé sur le fragment et sur le caractère un peu inaltérable du passé, le caractère fixe
du passé. En même temps, ce n'est qu'un fragment, en même temps, il ne perd pas sa valeur parce qu'il est un fragment. Il a sa place. Et uniquement par son aspect de, en, par son antériorité. Aujourd'hui, un fragment, peu importe les fragments n'ont pas d'utilité, au moins d'être recyclés par un plasticien ou par un bricoleur très, très inspiré. Autrement, on cherche à se débarrasser des fragments, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, ce qui est finalement, ce qui est issu de notre vie en tant que déchet, ce que nous appelons le déchet, donc le fragment, l'élément dont on se débarrasse aujourd'hui, ça, ce n'est pas conservé, donc euh, ça part à la crémation, ça part au four, et donc on risque de manquer d'éléments, quoique finalement on en a déjà pas mal, mais il y a des éléments qui disparaissent de façon irrémédiable parce qu'ils vont être réduits, qui disparaîtront, qui disparaîtront parce qu'ils sont réduits, ils vont être réduits à l'état de cendre. Et comme on le sait, la cendre ne parle pas, la cendre, voilà, n'est pas, n'a pas de valeur archéologique, sauf peut-être, j'en sais rien, parce qu'elle permet peut-être, je ne sais pas, à certaines choses de se conserver quand on tombe sur les vestiges, je sais pas. Est-ce que ça solidifie, j'en sais rien. Mais en tout cas, a priori, donc archéologique, c'est un élément, c'est une fenêtre sur le passé. Et, et là, on peut se lancer à la pêche. À la pêche, à ce qui peut finalement, à ce qui peut traîner. Nous ne savons pas ce qu'il y a au fond de ce qu'il y a dans ce passé, mais nous allons remonter une chose et une autre. Et j'avais pensé, en fait, comme j'avais parlé de quelque chose hier, ça m'a fait penser à une autre chose. Et donc j'avais noté ça. Et j'avais d'abord noté, en fait, j'avais une idée, c'était de la proposition de travailler sur a journey with, une journée avec. Et je trouve ça toujours très intéressant. J'avais essayé de le faire avec une actrice française dont j'ai oublié le prénom, mais qui est très photogénique. Je pense plus parlante en photo que dans la réalité. Mais voilà. Et c'est vrai que elle dispose d'une silhouette vraiment presque sculpturale. Il y a un côté figé en elle que une photo, c'est aussi un travail, euh, c'est aussi une recréation. Ce n'est pas la réalité, loin de là. Donc, le photographe a peut-être d'abord un être qu'on photographie, on le colore, on le rend plus facile ou on le teint de façon à ce qu'il ressorte bien à la photo, à l'image, mais en plus, il peut y avoir un travail post-prise de photo qui va encore améliorer la représentation. Voilà. Mais en tout cas, la personne, d'après mes souvenirs, a la bouche fermée, elle est allongée avec ses cheveux longs, je pense, je ne sais pas s'il les a gardés encore aujourd'hui, mais en tout cas, cheveux longs, noirs, et
un regard difficile à déchiffrer. Et voilà, j'avais commencé une journée, 8 avec elle, et puis finalement, comme c'est l'écriture, ce n'est pas aller très loin, c'est quelque chose qui s'est arrêté. Bon, ça, je fais ça il y a plus de 20 ans. Malheureusement, c'est toujours comme ça avec l'écriture, on a une idée, puis finalement on ne va pas plus loin. Mais une journée quelque part avec quelqu'un, ou une journée quelque part, euh, c'est c'est très intéressant. Euh, une journée, on peut la condenser, enfin, on peut l'allonger plutôt. Et comme on fait avec ces journées un peu qui se répètent à l'infini, dans lesquelles c'est la même journée, et pourtant, l'individu qui est conscient de la répétition de la journée va pouvoir se livrer à des activités très diverses. Donc c'est une histoire de temps. Le temps est souple et, et finalement il se prête bien à nos jeux, que ce soit cinématographique, que ce soit fictionnel écrit, que ce soit peu importe. Donc on peut, une journée, le destin du monde, on peut le, le placer, enfin on peut le faire se jouer en l'espace d'une journée, par exemple 24 heures, ou même 23 heures, 22 heures, c'est largement suffisant pour créer quelque chose qui pourrait signifier le, le, le salut ou la perte, la, 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 la continuation ou la disparition. Donc, j'avais ça en tête, puis j'avais autre chose en tête que je n'ai pas développé, mais que je veux quand même souligner, c'était, ah, là j'ai oublié. En tout cas, c'est pas un problème, j'ai oublié ce que c'était. Donc, comme j'avais pensé à quelque chose en rapport avec le pénal hier, donc je suis revenu, ça a continué à se prolonger en moi, et voilà l'idée de cadavre. Alors, donc archéologique, alors j'avais pensé comme ça, combien de cadavres dans les placards. Pas un placard, plusieurs placards. Combien de cadavres. Et pour expliquer un peu la difficulté qu'on a à ressusciter des relations, à les faire revenir à la vie et à ressusciter aussi sur un autre plan les morts qu'on a. Les morts qu'on a laissés mourir, pas partir, mourir. Je ne vais pas faire dans l'euphémisme, c'est la mort. Ce n'est pas un départ, ce n'est pas un voyage, c'est la mort. La mort n'est pas un voyage, sauf à la considérer comme sous un autre plan, mais là je l'avais déjà développé, donc c'est pas la peine. En tout cas, combien de cadavres? Combien de morts, combien de cadavres, combien de dépouilles, de choses laissées à l'état inachevé, à l'état de juste de à l'état de comment on appelle ça, à l'état de au niveau de l'art, c'est une esquisse, à l'état d'esquisse. Et cette chose-là, elle aussi, elle est morte née quelque part, puisqu'elle elle n'a pas pu se concrétiser. Voici donc ce qui est des choses comme ça. Alors, pour parler de cadavre, cadavre bien réel, le cadavre de cette petite nièce qui est morte le jour de sa naissance parce que le nécessaire n'a pas été fait. Voilà. Donc, elle aura vécu 9 mois
pour mourir le jour de sa sortie au monde. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est un petit cadavre qui doit se trouver quelque part, puisqu'elle a dû être enterrée. Elle est bien quelque part, mais j'imagine que ce n'est pas ce qu'elle aurait, c'est pas l'endroit qu'elle aurait choisi pour. Voici donc archéologique et la fonction de témoin, la position de témoin, c'est intéressant parce que archéologique, comme on est dans le domaine des objets, dans le domaine des vestiges, dans le domaine de la chose qui n'est pas de toute fraîcheur, qui a déjà servi ou qui se retrouve un peu, un peu, un peu terni par le temps, un peu, comme on appelle cette histoire, oxydé. Voilà, c'est oxydé, donc, et alors les souvenirs sont oxydés aussi. Donc on est dans le domaine du terre, dans le domaine, les choses se sont brisées peut-être avec le temps, on subit des dégradations supplémentaires. Donc on se retrouve là aussi avec des éléments matériels euh, qu'on a gardés depuis 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, plus. Et finalement, ils sont bien dans une sorte de... Ils ont une fonction mémorielle et ils ont déjà acquis le statut d'objet archéologique. Ils sont là, ils dorment, ils attendent leur sort. Comment, qu'est-ce qu'il va leur arriver quand moi je ne serai plus là pour finalement veiller sur eux, donc ces objets-là. Et il y a dans la préhistoire et dans finalement l'archéologie, il peut y avoir des éléments auxquels on ne peut rien comprendre. Quelque chose qui n'a pas de signification. On peut toujours essayer d'émettre euh, pléthore d'hypothèses, mais il est possible que quelque chose nous échappe. Comme il est possible, comme ça, moi j'ai gardé des objets, et un certain nombre de ces objets ne sont plus signifiants pour moi, ne me disent plus rien, ne me parlent plus. Euh, euh, comment et je ne peux plus comprendre. Pourtant, ils ont été signifiants, ils ont été parlants. À un moment donné, j'avais, quand je les ai mis de côté, c'est que j'ai estimé qu'ils avaient une forte valeur symbolique ou interprétative ou, je ne sais pas, reliante, qu'elle me reliait à quelque chose. Aujourd'hui, je ne peux pas. Alors, combien est-ce 50% de mes objets? Est-ce plus? C'est un peu moins. En tout cas, c'est une partie conséquente de ce que j'accumule. Alors voilà, donc, on peut être sur un chantier de fouilles et y passer à côté finalement de certaines choses auxquelles on ne prêterait pas attention. Il suffit qu'elles soient désassemblées, il suffit qu'il ne soit pas entier, voilà, quelque part. Donc archéologique, c'est voilà une installation avec les mots, mais ça mérite euh, d'être installé de façon plus concrète. Comment, comment donner vie à un souvenir et comment euh, si on devait donner une couleur ou une saveur à un souvenir, on aurait quelque part juste une couleur. La couleur et la couleur, cette couleur-là me parlerait ou parlerait à ceux qui viendraient visiter l'installation. Et puis il pourrait y avoir une odeur, puis c'est un moment, on est
dans notre vie, on est plus marqué par des images ou par des odeurs ou par euh, des sons. Voilà, donc il y a les trois éléments, donc le son, l'audition, donc, et puis il y a l'odorat, l'odeur, et puis il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vue, la vision, les choses, les images, les choses qu'on a recueillies et dont on a gardé la forme, plus ou moins nette, plus ou moins entière, mais voilà, on est dans quelque part dans une sorte de reconstitution. Et on est dans une sorte d'artificialité malgré tout, la réécriture de sa vie, la réécriture du passé, son passé à soi, du passé de l'homme, voilà, archéologique. Oui, comme ça peut concerner ces choses, je ne sais pas, qu'on met dans les musées consacrés aux outils anciens ou des choses qui ont relation avec l'histoire d'une région, ses costumes, ses instruments de tous les jours, voilà, donc on reconstituerait même une sorte de maison un peu type dans laquelle on placerait un peu le mobilier d'une époque et presque on mettrait des mannequins, et comme ça se fait aux États-Unis, on mettrait des mannequins immobiles ou mobiles, peu importe. Ces reconstitutions, c'est toujours quelque chose d'un peu particulier. Et voilà, donc archéologique, c'est la reconstitution, quitte à pallier au manque par des choses un peu, quitte à redonner de la stature, à redonner de la vie à une chose qui est morte, qui s'est écroulée, qui s'est affaissée, qui a subi mille et une dégradations, mais c'était le, dans le cours normal des choses. C'est normal de se défaire de ses souvenirs, c'est normal de se défaire de ce qui appartient au passé. C'est un simple, comme on dit, l'homme est fait de poussière, retourne à la poussière. La pierre, qu'elle était taillée ou pas, elle revient à son état de pierre quand on la laisse, soit sous des formes diverses, mais on lui redonne un peu sa liberté première, c'est d'être une pierre et non pas autre chose, et non pas un symbole, et non pas... Elle récupère son identité originelle. Donc, archéologique, comment parler de ça, comment mettre ça en place. Je cherche toujours un thème pour finalement produire quelque chose d'écrit. Et ce thème, c'est vrai que évidemment le thème doit rester secret, sinon ce n'est pas possible. Donc faut pas il faut pas le rendre public. Mais en tout cas, j'explique les archéologiques. En tout cas, vu que je suis pressé par le temps, si quelqu'un trouve une idée intéressante dans ce que je dis, il est libre de s'en saisir. Ce n'est pas un problème. Il n'est plus question. L'écriture a été intéressante. Il y a 20 ou plus, 20 ans et quelques, ça aurait été intéressant. Ça aurait permis de, d'acquérir une notoriété. Cette notoriété aurait permis d'échapper à la solitude et à la misère affective, sociale, économique et tout le reste. Mais bon, donc finalement, qu'est-ce que ça peut me faire si jamais quelqu'un utilise
un mot ou une idée qui m'est venue un peu, qui est d'abord passée par moi, mais je sais que les idées ne sont que traversantes, qu'elles sont mobiles, qu'elles sont nomades, et qu'elles n'appartiennent pas à quelqu'un en particulier, elles appartiennent à tout le monde. Voilà, donc, comme on dit, la terre appartient à tout le monde, à tous les terriens. On peut dire que la langue, les mots, tout appartient à tout le monde. Après, chacun en fait l'usage qui, qui l'intéresse, c'est vrai que archéologique, moi ça me permet de faire le lien avec mes études premières. Quelque part, j'ai voulu être archéologue, ça a été mon péché originel, mais voilà, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je me pose toujours la question, cette question que personne ne m'a jamais posée, en tout cas d'après mes souvenirs. Et donc, voilà, je dois finalement payer pour une orientation qui m'a été juste suggérée. Ne m'est pas imposée, suggérée, et je m'en suis saisi un peu. Je sais pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas comme c'est vrai, archéologique, c'est, je sais pas, le roi Gourand, les histoires des mains et des représentations, enfin des empreintes des mains, je sais pas comment on dit, en main au négatif, en tout cas, tout ce qui est dans les grottes, peintes, et tout ce qui peut, finalement, tout ce qu'on a trouvé, ça a permis à des gens de partir dans des théories, faire de la sémiologie et faire d'interprétation. Je sais pas à quel point ils sont dans une interprétation juste. En tout cas, c'est très peu, très peu évident. Dans le sens où, par exemple, soi-même, quand on a une chose, on ne comprend pas pourquoi on a écrit une chose, quelquefois, on ne comprend pas le sens, on ne comprend pas pourquoi on a dit un mot, on a dit une phrase, on a lancé une invective, un jugement, qu'on a émis une opinion particulière. Il nous faut, à nous-mêmes, il faut faire l'effort de se rappeler le contexte, de se rappeler un peu le, le point de départ. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'a plus aucun contexte. On ne sait pas. C'est comme ça. Après, par rapport à ses propres possessions, il y a des choses qu'on garde, mais on ne sait même pas pourquoi on les garde. Donc, il est possible que, que les gens ont fait des choses. Pourquoi ils les ont faites, au lieu de se lancer dans les interprétations les plus invraisemblables ou les plus hasardeuses ou les plus... Bon, regardez, oui, il y a des gens qui ont sûrement fait que cela. Regarder, admirer, voilà, et simplement apprécier le talent, apprécier l'effort, apprécier la performance sans aller plus loin. Donc, la préhistoire et l'archéologie, ça peut donner naissance à... peut permettre à des gens de pondre des théories, de partir dans des explications dont ils ont le secret. Voilà, donc la main, mettre en valeur un élément par rapport à, je sais pas. Ah, ça me rappelle ces histoires sans qu'il y ait de symbole.
Je me rappelle cette chose qu'on a tous remarqué, évidemment, quelqu'un dans la classe qui passe son temps à dessiner. Et il dessine presque de façon spontanée. Il n'est pas... tout le monde essaye de dessiner, mais beaucoup de gens n'y arrivent pas, donc ils gribouillent, ils font n'importe quoi. Mais celui qui sait dessiner, il va dessiner quand il s'ennuie, quand il a un moment, un passage à vide, je sais pas quoi, donc il se met à dessiner. Et il y a des gens qui dessinent bien, sans avoir appris, qui dessinent de façon innée. Et on peut dire que peut-être c'était juste des gens qui étaient doués pour le dessin, qui étaient doués pour le mélange des couleurs, qui étaient, etc., qui faisaient ça uniquement sans intention, j'allais dire, extrasensorielle, ou je ne sais pas comment dire, ou spirituelle, ou comment on appelle ça, ou chamanique, ou autre. Il n'y a rien. Les gens qui dessinent, ils dessinent parce qu'ils aiment, parce que leurs mains les portent vers le dessin, vers l'esquisse, ils sont très avancés par rapport à tout le monde. Donc, ce qu'ils font, ils le font bien très vite. Donc, ils sont excellents dans cette, dans cette compétence et dans ce don qu'ils ont. On peut parler du don, tout simplement. Donc après, il y a des gens qui étudient, qui apprennent, etc. Ils peuvent très bien finir par égaler les doués de naissance, mais ça leur prendra beaucoup de temps. Moi, je ne suis pas doué pour le dessin, et donc je m'exclus de cette perspective totalement. Donc voilà, archéologique, c'est vrai que le problème de ce type de prise de parole, c'est que ça part dans une sorte de... comment dire, il y a... C'est comme si j'ai écouté Badiou parler, comme s'il faut obligatoirement passer, ne faire que dans la phraséologie la plus, comment dire, très choisie, très, très sélective, très, même pour ça, il faut faire savant. Il ne faut pas parler de choses du quotidien, des choses, il ne faut pas en parler des choses avec simplicité. Il faut densifier le propos, il faut complexifier le propos, il faut presque se rendre un peu mystérieux, un peu abscon, un peu quelque chose. Il faut introduire un élément de singularité pour finalement arriver à voilà, continuer d'intéresser l'auditeur. Euh, c'est vrai que euh, quand j'entends euh, quand j'entends Badiou parler des atomistes et qu'ils disent qu'il est atomiste, qu'il est plutôt... Moi j'avais... les atomistes pour moi c'était les gens qui pensaient que finalement la vie continuait après la mort, donc la vie ne s'arrêtait pas, et qu'il y avait une, je sais pas, transmigration des atomes ou des choses comme ça. C'est les atomes ne meurent pas, donc il y a pas de mort en fait. Il y a la mort d'un organisme qui a pris une forme, puis cet organisme va finalement se décomposer pour prendre une autre forme. Alors, comme pour cette histoire de réincarnation, on peut se réincarner dans un insecte, mais par contre, les gens de cette obédience-là n'ont jamais parlé de se réincarner dans un microbe, dans une bactérie ou dans un virus. Ils n'avaient pas le savoir pour cela, sinon ils l'auraient intégré. Mais on peut donc, les mouches, c'est déjà
complexe par rapport à une bactérie, ou alors une bactérie c'est complexe aussi, mais on peut peut-être pas envier le destin d'une mouche, mais peut-être encore moins celui d'une bactérie. En tout cas, on n'en sait rien. Euh, le corps va se dissocier et ces éléments vont se réassocier, vont se retrouver finalement partie prenante d'un autre organisme. Alors cet organisme va être petit ou va, va varier dans ses dimensions. Donc voilà mon côté atomiste. Puis après, lui, il a parlé de la multiplicité. C'est vrai que on ne fait pas, en tout cas pour l'être humain, pour Dieu, on n'en sait rien. On ne peut pas dire que Dieu est multiple ou qu'il est unique. C'est un non-sens. Dieu ou les dieux, puisque finalement, même quand on parle de pluralité des dieux, c'est finalement que les expressions diverses et multiples d'une seule et même puissance. Donc voilà, c'est un arbre, ce serait un arbre, mais qui aurait beaucoup de branches, qui aurait finalement, qui s'étendrait un peu dans tous les sens, mais ça reste une unité, ça reste un arbre. Alors, peut-être que, bien sûr, les branches font la même chose, elles ne sont pas spécialisées, mais il faudrait trouver une autre image. En tout cas, j'en ai pas pour l'instant. En tout cas, la multiplicité et l'unicité ne sont pas contradictoires. Et là, et même se lancer dans l'octroi d'une définition, d'une spécificité, de spécifier Dieu est une chose totalement perte de temps, ça n'a aucun sens. Par contre, pour parler de la multiplicité, on l'expérimente de temps, donc encore plus de nos jours. On sait qu'on est composé de millions, de millions, de milliards de choses, la multiplicité, mais en même temps, c'est une multiplicité, en même temps, c'est voilà comme pour l'image de Dieu. Dieu est multiple et en même temps un. Et donc le corps humain, un organisme vivant, est multiple et en même temps un. Quand un organisme décide finalement de se protéger, de ne pas se mettre en danger, je ne sais pas qui prend la décision, mais la décision, elle concerne toutes les parties, toutes les composantes de cet organisme. Il n'y a pas un composant qui va dire je fuis, et un autre composant qui va dire non, tu ne fuis pas. Une fois, soit on choisit une décision, puis c'est tout. Donc on choisit souvent la bonne décision, celle de s'en aller. Et comment dire, et alors on protège l'ensemble. On sait, ce qui se passe, c'est qu'on ignore qu'on protège un ensemble, on protège un univers. Mais même sans l'avoir sur la conscience, on a une sorte d'intuition profonde. On sait qu'on est plus qu'une unité. Mais en même temps, face à d'autres organismes, on devient une unité et on est dans une sorte d'homogénéité, une sorte de, de, comment dire, on parle d'une seule voix. On ne va pas finalement se mettre à se disputer et devant voilà donc les archéologiques. Alors, les archéologiques, faut avoir un corps et un mental suffisamment fort et suffisamment bien campé pour pouvoir attaquer un dispositif de cette nature-là. C'est vraiment un dispositif très complexe. Hier, j'ai regardé une chose qui était autour de la construction d'un tunnel. Alors ça parlait en millimètres, ça parlait pour des ouvrages qui sont assez importants. Alors c'est au millimètre près qu'il faut, qu'il faut associer les choses. Donc aujourd'hui, on s'aide avec
les instruments de mesure et de contrôle électronique, etc. Je ne sais pas comment on faisait avant, mais en tout cas, le travail a duré longtemps et sûrement d'une complexité que je ne peux pas imaginer. En tout cas, j'ai toujours été assez ébahi par l'ingénierie et par cette capacité qu'ont les ingénieurs à faire finalement sortir de terre quelque chose de très euh, de complexe et de la faire tenir debout, voilà, faire finalement faire en sorte qu'elle soit viable. Comment ça se passe? Donc il y a énormément de choses. Alors comment on se spécialise dans ce secteur, comment on devient compétent, comment on acquiert de l'expérience, comment on peut finalement s'installer en responsabilité dans des chantiers qui coûtent des sommes extraordinaires. Et voilà. Après, on peut se demander si c'était vraiment important de construire ce pont et ce tunnel. C'est autre chose. On peut se demander si on... Mais en tout cas, les techniciens, les ingénieurs et tout le monde a fait. Donc quand on a un problème avec les mots, problème avec les mots quand on est un ingénieur des mots, qu'on bute sur une expression, on bute sur une formule, une formulation, et qu'en fait on est en rapport avec son corps, on est en rapport avec son corps à un moment donné, et ce corps-là, il n'est pas tout à fait dans la plus grande des formes. Et si on l'écoute, et quelquefois on l'écoute bien, on serait capable de partir, de démissionner, de s'en aller, parce qu'on ne peut pas. Mais ce corps, il est quand même, on peut lui imposer une certaine tâche. On peut, on peut l'obliger. On peut l'obliger à, finalement, à effectuer quelque chose malgré lui. Donc, après avoir épuisé tous les espoirs de miracle, après avoir attendu et attendu, voilà, maintenant je suis persuadé il n'y aura pas de miracle pour moi, donc je fais sans cela. Je vais à la rencontre du miracle, j'essaie de le provoquer par moi-même. Je ne sais pas si je vais y arriver. En tout cas, voilà comment on fait. Euh, comment on fait ces choses-là? Simplement archéologique. Voilà encore un dispositif très intéressant parce que c'est, comme je parlais du côté aléatoire de la recherche archéologique, c'est réellement aléatoire et un côté poussiéreux. On fait les découvertes dans la poussière. On travaille dans les débris, dans les déblais, dans ce qui finalement peut être un milieu assez... On n'est pas, on n'est pas dans un laboratoire, on n'est pas dans quelque chose de propre. On travaille à l'extérieur, on est en contact avec les éléments de la nature, de toutes sortes. Et on n'hésite pas à se salir, on n'hésite pas à se mettre à quatre pattes, à s'aplatir. Et donc il y a toute une gymnastique qui accompagne ce travail. Il faut pas jouer un peu. On n'est pas. C'est un travail un peu. Un travail un peu.
c'est pas un travail de forçat, mais il y a un côté, il y a un côté un peu donc archéologique. Qu'est-ce qui peut se présenter quand il n'y a pas de plan? Voilà la chose. Alors, donc il faut jouer avec les réminiscences, par exemple, avec les remontées, avec les choses traversantes, avec les évocations, avec les choses euh, qui ne se présentent qu'une fois, par exemple, qui se présentent puis qui disparaissent. Il y a un côté très fugace de certaines choses. Euh, Contrairement à la fouille archéologique, dans la fouille, dans la mémoire, c'est une chose qui n'est pas, ce n'est pas une science exacte. C'est et à un moment, quand on parle, c'est ça qui est qui rend la chose encore plus problématique quand on parle. Et le puits à souvenir est un peu fermé. Il y a des choses il y a une quantité de souvenirs qui est toujours là. On ne peut pas travailler toujours avec les mêmes. On ne peut pas s'en contenter. Donc on essaie de faire réveiller, faire sortir de l'ombre de souvenirs un peu plus inédits. Mais ce n'est pas toujours évident. Alors on fait avec ce qui veut bien jouer le jeu, ce qui veut bien nous accorder son concours. Ça ne marche pas. Donc, c'est vrai, quelqu'un qui a fait un peu de l'histoire de l'art, qui a fait un peu d'archéologie, il peut très bien se retrouver avec des expositions, avec des livres qui présentent les choses sous un aspect extraordinaire. On sélectionne une série d'objets, évidemment les plus expressifs, les plus entiers, les plus parlants. Et on en a, comme on fait une promenade un peu à l'intérieur de choses très, finalement, qui nous donnent une fausse idée de ce qu'est la réalité. Ce n'est qu'une partie de la réalité. Après, quand on va sur le terrain, on peut rencontrer des choses qui ne correspondent pas au modèle. Voilà un grattoir, mais ce grattoir-là, ce burin, ça ne ressemble pas au grattoir dont j'ai l'image. Il semble un peu moins. Ce n'est pas, ce n'est pas aussi beau, aussi. Il y a comme, c'est comme s'il était mal fait ou comme s'il y avait un défaut. Voilà, et on voit les choses qui présentent comme des malfaçons, et ça ne correspond plus du tout à ce qui est dans les livres ou dans les musées. C'est autre chose. Donc les musées et les livres, c'est une sélection, et c'est une sélection trompeuse. Après, la réalité, c'est souvent des choses un peu très, j'allais dire, qui peuvent pas être très homogènes, qui peuvent... Donc parmi, dans ce travail archéologique, il y a des souvenirs à soi qui ne sont pas, qui n'ont pas un caractère extraordinaire, qui n'ont pas un caractère remarquable. C'est des souvenirs très communs, genre de souvenirs que n'importe qui peut avoir. Je ne sais pas, je parle d'une région, ça peut être une région natale ou une région avec laquelle j'ai un rapport spécial, et j'en parlerai comme n'importe qui a séjourné dans cette région, ou qui a un attachement à cette région. Voilà, cette région, je vais la distinguer pour un certain nombre d'éléments, et ça, je vais le partager avec d'autres. Donc mon souvenir n'a aucun caractère d'originalité, il n'a pas d'intérêt en soi. Mais c'est mon souvenir et je dois faire avec cette chose
sans grande, sans grande finalement, sans grande préciosité. C'est pas précieux, c'est presque même vulgaire, dans un sens vulgaire, un peu le commun, un peu le, voilà. Ah, donc archéologique, comment on fait rester quand on a un peu fini de dire comment rester encore un petit peu. Je ne sais pas, quand on a une statue en face de soi, cette statue, elle est représentée dans une attitude. Donc cette attitude elle est figée dans cette attitude. Et soit on est aussi dans ce truc de cette histoire, ce dispositif figé. Quand on a un souvenir, il est souvent figé. Alors c'est une parole qui tourne en boucle. C'est un mouvement, là aussi, qui se répète à l'infini. Ce n'est pas, ça peut sembler mobile, ça peut sembler, euh, comment dire, pas figé, mais en fait ça l'est. Ça l'est figé, mais juste, c'est la temporalité qui change. C'est, je sais pas, le temps de placer, de donner une attitude à un modèle. Ça prend, je sais pas, quelques dixièmes de seconde, mais après, en face, le temps de la durée du souvenir, c'est peut-être là aussi une minute ou 30 secondes ou des choses comme ça. Et donc c'est très proche au niveau du temps. Donc c'est les mouvements, comme pour cette histoire des premiers, finalement, ce dispositif qui permettait d'animer les images. Et donc c'est dans la décomposition du geste qu'on arrivait à obtenir un mouvement. Donc on peut décomposer, finalement, on peut faire le travail inverse et figer le personnage dans plusieurs mouvements. Et donc, en tout cas, il est figé de toutes les façons. Donc, on est là en face de quelque chose, comme on peut parler d'une scène de crime, on dit il faut geler, ou je ne sais pas quelle est l'expression, la scène du crime, il faut la figer. Et quand on tombe sur archéologiquement parlant, quand on tombe sur un campement, il est figé. Il est figé dans, je ne sais pas, l'état dans lequel a été laissé il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 15 000 ans, plus. Il est tel qu'il a été finalement utilisé la dernière fois. Et voilà, c'est comme ça. Donc le côté figé des choses, je sais pas, j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, c'est figé une fois pour toutes. Il n'y a plus d'espoir. Alors comment en fait pour entreprendre ce développement, il faut essayer d'avoir des éléments d'aide-mémoire. Il faut avoir à côté de soi des outils, des éléments qui stimulent le travail de mémoire. Seulement, j'ai rien à côté de moi, j'ai juste une orange, voilà, que j'ai commencé à, à, à épeler, à peler plutôt. Ouais, voilà, donc j'ai corrigé. Une orange que j'ai commencé à peler, et dans mon archéologie personnelle, il y a quelqu'un qui était en train d'utiliser un couteau pour enlever, enlever la peau d'une orange. Il le faisait de façon
très, très assuré, il l'a bien fait, et j'ai cette image de cette personne morte actuellement, mais qui, voilà, si j'ai des choses d'elle, j'ai des moments, on peut dire qu'on a un film de, de ce qu'on a pu voir, on a une série de scènes comme ça, qui ne sont pas liées entre elles. Elles sont liées parce que c'est le même personnage principal, mais après, les contextes sont différents. Après, si je, je prends un couteau et que je commence à peler une orange, automatiquement, ou à presque à 90%, cette scène va ressurgir. C'est une scène morte et en même temps vivante, et présente. Donc il n'y a que moi qui ai noté cela. Voici un témoin, je suis le seul témoin. Peut-être, mais je n'en tire aucune satisfaction. Je suis le témoin comme on est tous les témoins d'un moment donné, comme pour cette histoire de Fahrenheit. Il fallait apprendre, chacun devait apprendre un livre pour sauvegarder l'écrit. Bon, et donc, chacun finalement conserve un bout de vie d'une personne. Et si on devait faire se rencontrer tous les gens qui ont côtoyé cette personne, on pourrait finalement arriver à construire, à mettre en place une sorte de portrait assez approchant. Voilà, moi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as gardé de cette personne? Voilà, j'ai gardé ceci, ceci, ceci. Oui, ah oui, c'est vrai, il avait l'habitude de faire ça. Il avait l'habitude de dire ça, il avait l'habitude de... voilà, je te rappelle quand il se levait, voilà, quand il faisait... Ça peut être un geste tout à fait anodin, mais qui restait. Alors, on n'a pas le choix, justement, dans ce qui se passe dans les scènes qu'on conserve. On conserve une scène, il n'y a pas de tri, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas... Ça, on n'a pas. Donc, comme pour, encore une fois, un chantier préhistorique, on n'a pas le choix. On récupère. On fait avec ce qu'il y a. Et le travail, j'allais dire, le travail de vérité historique, comment on peut appeler ça, de la déontologie ou de l'éthique, euh, de la recherche veut qu'on ne change rien. Je vais pas. J'ai un site, c'est un site auquel j'ai envie de donner un certain prestige. Je ne vais pas piller ailleurs, je ne vais pas emprunter ailleurs pour le glisser dans mon site. Tiens, on a fait une découverte. Éthiquement parlant, j'accepterai pas. Donc je prends ce qu'il y a, même si le site va se révéler peut-être un site totalement. Oui, il y a des gens qui ont découvert un crâne. Notamment, il y a une personne qui a fouillé une grotte pendant, je sais pas, 20 ans, 30 ans, je sais plus si elle est toujours vivante ou pas. En tout cas, parce qu'ils avaient trouvé un crâne là-dedans, et donc je sais pas s'ils ont trouvé d'autres crânes. En tout cas, il y a un crâne, ça a donné naissance à une dénomination, et donc un prestige. On a rejailli sur l'inventeur, si je puis dire, de ce crâne. Mais voilà, donc, voilà, l'archéologie, tout est possible. En même temps, c'est souvent des choses qui frisent le dérisoire, voilà, qui frisent un peu la chose. Comme quand on trouve un objet éclaté en plusieurs morceaux, et qu'on arrive, on ne trouve pas un morceau. Si par exemple il y a une peinture, je ne sais pas, sur la céramique rouge, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas figure rouge ou figure noire, grecque,
cette céramique-là, imaginons qu'on tombe sur, parce que c'était illustré, donc une scène, une belle scène, mais il manque un fragment, et ce fragment, il est très intéressant, il pourrait compléter magnifiquement l'ensemble. On va pas, on va devoir faire avec. Donc voilà, il peut y avoir un élément extraordinairement qui pourrait ajouter une valeur très très forte à l'ensemble et pourtant on l'a pas. Donc avec la mémoire, avec l'archéologie, j'allais dire mentale, avec l'archéologie personnelle, il y a des éléments. On aimerait disposer au minimum de certaines scènes, on aimerait les avoir conservées dans toute leur intégrité et dans toute leur netteté. Or, ce n'est pas, c'est souvent pas le cas. Et on compte évidemment sur un miracle, que quelque chose revienne, sorte du monde des limbes et qu'elle redevienne un peu vivante, qu'elle reprenne corps. C'est pas du tout, c'est juste un espoir comme ça, mais bon, ça coûte rien d'avoir de l'espoir, mais voilà. Donc finalement, archéologique. Archéologique, je sais pas, on pourrait, dans ce n'est pas les automates, mais il y a, il y a un autre terme, les animatroniques. Finalement, on pourrait installer une sorte de parc qu'on peuplerait avec des robots et qui feraient des choses. Alors selon le souvenir qu'on a, comme ces reconstitutions qu'on fait de villages, d'habitats près au proto-historique ou même un peu plus près, on pourrait même, on représente des gens en train de chasser, en train de pêcher, en train de faire quelque chose. Évidemment, ce n'est pas des animatroniques, mais on pourrait passer au stade de l'animatronique. En tout cas, euh, il y a des gens qui disent, alors évidemment, dans l'archéologie, comme l'archéologie effective, l'archéologie rhétorique, si je puis dire, l'archéologie, il manque toujours les, les voix, il manque toujours les, les- la, la culture des gens, ce qui se disait, ce qui s'échangeait, comment ils voyaient le monde, et un peu l'essentiel. Il manque l'essentiel de leur vie. On peut reconstituer les visages, on peut toujours, si on tombe sur des crânes, on peut essayer de redonner presque vie à quelqu'un, mais ce n'est pas, mais il ne parlera pas. Il n'aura rien à dire, alors que l'essentiel de la vie d'un groupe, c'est ce qui est finalement relation entre ces composantes, entre ces membres, ce qui finalement ne se conserve pas, parce que c'est des choses qui sont de nature fragile, de nature provisoire. Quand on dit une chose, souvent on l'oublie, souvent l'auditoire l'oublie aussi. Ça fait. Donc les animatroniques, on pourrait finalement représenter des gens qu'on a rencontrés dans notre vie. Et ces gens, on les ferait parler, seulement on n'aurait pas la voix, on n'aurait pas le grain de voix, on n'aurait pas. Mais on pourrait se les représenter en train d'agir, un peu comme dans une sorte de boucle, là encore le boucle, mais aussi une sorte de stase temporelle, voilà, donc une sorte de bulle temporelle dans laquelle les gens sont emprisonnés. Voici donc archéologique à quoi ça ressemble, pour l'instant. Ce n'est qu'un projet,
Évidemment, on est toujours mis au défi de pousser l'effort plus loin. Un projet, ça peut rester en l'état de projet si on ne décide pas d'y investir du temps et de la sueur. Seulement, c'est quand on est un être paresseux et peu porté sur l'effort, et en plus avec tout ce qui se présente à soi comme stimulation et comme récompense, ce n'est pas évident. L'écrit, la récompense, elle n'est pas du tout garantie. On peut écrire et ne jamais finalement recueillir à la moindre des satisfactions, même pas de soi-même, parce qu'on n'aura finalement pas réussi à installer quelque chose de valable, de viable. Avec l'oral, l'investissement est moins poussé. On peut entreprendre quelque chose et la réussir un peu la rater beaucoup, mais ce n'est pas un problème. On peut finalement la rectifier le lendemain. Ça n'a pas coûté, ça a coûté une heure et quelques, ça a coûté peut-être un peu d'énergie physique, mais c'est sans plus. Donc il n'y a pas autant d'investissement que dans quelque chose qu'on va écrire, qu'on va passer du temps à corriger, à rectifier. Et, parce que c'est ça la caractéristique principale de l'écrit, c'est qu'il demande du temps. Il demande à ce qu'on soit très persévérant et très et presque obsédé par ce que l'on veut faire aboutir. D'où finalement il y a des gens qui écrivent, ils n'écrivent qu'une chose par an. Ça fait déjà beaucoup parce que on le sait parce qu'ils ont été publiés, mais d'autres ne sont pas publiés, ils ne le seront jamais. Donc ils écrivent une fois tous les ans ou plus ou moins. Donc l'effort que l'écrit demande est assez important pour qu'on ne puisse pas écrire plus qu'un ouvrage par an ou deux maximum, mais voilà. Donc on est limité à ce niveau-là. Tandis que l'oral, lui, il permet plus de variation, plus d'expérience, plus de possibilités. Il est réellement le roi ou l'aboutissement le plus parfait de l'expression. C'est l'oralité, c'est la plus belle des expressions parce que elle n'a pas un côté figé, elle se recrée, elle se redispose en fonction de son environnement, en fonction de ce qui... Elle peut se renouveler à l'infini, sans craindre d'être estampillé d'une manière ou d'une autre. L'oral est quelque chose en même temps, de très provisoire, en même temps de très... Il a un côté stable et un côté instable, un côté pérenne et un côté impérenne, un côté consistant et un côté inconsistant. C'est... Voilà, il y a... L'oral, on est assuré plus ou moins de le revoir comme un nuage qu'on a vu et qu'on a trouvé très beau, comme un coucher de soleil. On sait que le coucher de soleil, on y aura droit le lendemain, pas de problème. Donc si ça n'a duré que quelques minutes, pas grave, ça reviendra. L'oral, si, c'est quelque chose qui peut revenir. Il suffit de le vouloir, il suffit de se mettre face un peu à soi-même et de commencer par parler. Donc archéologique,
C'est vrai qu'on ces cassettes ou comment on les appelle, temporelles, ces choses qu'on confie à la postérité, dans lesquelles il y a des choses qu'on met. Alors j'ai oublié le terme exact, donc c'est peut-être pas une cassette, c'est autre chose. Je suis sûr que c'est autre chose, mais en tout cas, euh, voilà, ça commence à venir, mais ça vient pas. C'est une sorte de, c'est pas un colis, pourquoi je dis cassette au début? Parce que c'est peut-être un lien avec, au niveau, en tout cas au niveau des consonnes, il y a quelque chose. C'est une. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses comme ça qu'on confie à la postérité. euh, et voilà, quand on découvre, quand on, voilà, quand vient le temps de dévoiler ça, ou bien d'aller voir ce qui est dedans, oh, ça peut être une belle surprise. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai oublié, donc j'ai oublié le terme exact de la chose. Puis après, j'ai oublié pourquoi j'ai parlé de la chose. En fait, on peut constituer de l'archéologie, voilà. On peut constituer de l'archéologie pour plus tard, pour l'avenir. Là, c'est un dispositif inverse. Au lieu d'être en train de chercher dans le passé, on essaierait finalement d'exister dans notre avenir. De finalement non pas de court-circuiter, mais de ouais, d'aller au-delà des limites du temps. Donc, dans ces histoires qu'on fait, c'est pas un gouvernement, c'est des individus ou quelque chose comme ça qui déposent ce type d'objets sélectionnés. Ah, j'ai toujours pas trouvé le terme. Après, après je ne sais pas si l'intérêt en est très important ou pas. C'est voilà, c'est capsule temporelle. Je dis cassette, donc capsule, cassette, voilà, capsule temporelle. Voilà, donc il y a les mots qui peuvent finalement, quand on parle de sa mort à venir, quand on fait, commence à mettre en place un dispositif sémantique pour vivre ce moment, c'est aussi une sorte de, voilà, comment je parlais de cette chose il y a 15 ans, il y a 20 ans, ainsi commencer aujourd'hui. La capsule temporelle, voilà ce qui était considéré comme important, comme précieux, comme représentatif. Voilà, on découvre qu'il y a toujours euh, l'élément surprise. Parce qu'on a prévu n'est pas ce qui s'est réalisé. Ce dont on a en fait, ce qu'on a mis de côté n'est peut-être pas ce qui est le plus parlant aux gens de la postérité. Donc ce que je vais dire n'est peut-être pas la chose. Parmi tout ce que je vais dire, il y a des choses qui vont me paraître peu indiquantes, peu finalement signifiantes, tandis qu'un élément auquel je n'aurais pas consacré beaucoup de temps va être lui l'élément le plus finalement le plus en rapport avec mon état futur, le plus en harmonie ou le plus en justesse, le plus en correspondance. Voilà, donc archéologique pour les temps passés et les temps à venir. C'est aussi
un témoignage quand j'ai entendu parler de Coltès que je n'ai pas lu, j'ai pas de chance de le lire d'ailleurs. Euh, donc Coltès, il, il a utilisé une partie de ses pulsions, une partie de ses inclinations, il les a intégrées dans ce qu'il a fait. J'imagine qu'il met en avant, qu'il met le mal, le mal dit noir ou dit africain. C'est possible qu'il a une vision un peu trop euh, d'une certaine virilité. Voilà. J'imagine que dans les champs de coton, il a dû finalement exalter le stéréotype de la virilité noire, entre guillemets. Après, voilà, donc, dans tout travail dit créatif, il y a des éléments biographiques, des éléments à soi. Alors, est-ce qu'on a. Est-ce qu'il, quand il écrivait ça, est-ce qu'il avait une idée, qu'il allait laisser quelque chose à la postérité, cette chose qui serait un peu, qui constituerait une sorte de clé, une sorte de moyen pour le connaître, pour l'approcher de façon presque intime, dans les choses qu'il n'exprime pas au quotidien, les choses qu'il garde, qu'il met de côté, mais qu'il fait exister dans l'écrit. Euh, Aujourd'hui, je parle, mais je parle, mon époque et celle de Cotex ne sont pas les mêmes. Moi, je parle parce qu'il y a la webcam. Moi, il y a la technologie de maintenant. Autrement, euh, à une autre époque, il y avait le dictaphone, il y avait des choses. Je pense qu'il y a des gens qui travaillaient avec les dictaphones, mais ils ne devaient pas être en nombreux. Donc, la plupart des créateurs devaient finalement s'astreindre à utiliser du papier, des crayons, des stylos, etc. Donc ils devaient s'imposer. Ça, ils étaient finalement le format, ils étaient finalement prisonniers du format A4. Ils étaient, je ne sais pas s'ils devaient laisser une marge, si donc il y avait un problème de la marge ou pas. Donc on pouvait être un peu bloqué par sa graphie, un peu, je sais pas. Il y a des gens qui écrivent et les autres ont du mal à les lire, donc c'est toujours un problème pour déchiffrer. Après, voilà, ce sont des choses, et puis après, je sais pas, on peut écrire, après on n'a plus de papier, ou alors le stylo est à sec, des choses comme ça un peu. Alors, quand on parle, on n'a pas de limite finalement. On pourrait parler pendant 10 heures, 12 heures, 15 heures sans problème. La caméra est là et elle ne va pas chauffer, elle ne va pas mettre à défaillir. Euh, donc simplement, ce sont des choses donc archéologiques. C'est c'est marrant, mon état psychologique devient très perceptible dans les propos que je tiens. J'ai du mal vraiment à passer du temps devant quelque chose. Vraiment du mal. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. J'ai du mal à rester en parole, à rester en expression. Hein. Puis le contenu même de mes paroles est un peu contraint, est un peu, je ressens une certaine pénibilité. C'est plus la ferveur, la joie qui caractérisait un peu mes propos du passé. Il y a une sorte de, je sais pas, très rapidement je me retrouve face à une difficulté et puis à une série de difficultés et je ne sais pas comment m'en sortir. Simplement, archéologique, ça reste
parce que finalement, c'est fait, l'archéologie, elle a un côté pathétique, elle a un côté inutile, un côté, je ne peux pas dire désuet, mais ça ne sert à rien. C'est soi-disant pour connaître un peu les anciens, et après, connaître, c'est pour finalement en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On tombe sur un outil, est-ce que ça va améliorer notre façon d'utiliser nos outils à nous? C'est pas, c'est pas vraiment, c'est pas ça du tout. Donc finalement, il y a des gens qui sont morts, on ne peut rien faire, on peut pas interférer avec eux, on ne peut pas leur porter secours. Ils sont peut-être, ils étaient dans des conditions difficiles. J'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, ah voilà. Donc finalement, ce qui reste, c'est le côté un peu pathétique de la chose, c'est que et pourtant c'est la base d'une science, c'est la base d'une euh, d'une vocation pour beaucoup de gens. Et ils sont nombreux de par le monde. Parce que quelquefois, ça participe à l'édification, au renforcement d'un récit national, nationaliste même. Et donc c'est pas très glorieux à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est les Khmers, etc. Après, on peut trouver, mais c'est pas, c'est, en tout cas, voilà l'archéologie, donc l'archéologique à soi, c'est les éléments qu'on a conservés. Alors, ça peut être une image, une photo de quelqu'un ou une image tirée, extraite d'un magazine ou quelque chose comme ça. Alors, on l'a conservée et en fait, elle n'a même pas jauni. Ça fait 30 ans que je l'ai, 40 ans plus, et elle est dans un état impeccable. Elle a traversé toutes les aventures, finalement les mésaventures que j'ai pu connaître. Elle a réussi à être avec moi depuis presque le début. Je me demande, je me pose des questions. Après, ça ne me parle qu'à moi. Il faudrait que j'ai des textes et des notices explicatives très fournies pour chaque chose. Pourquoi j'ai gardé ça? Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la justification? Quelle en est l'utilité? Et c'est un travail, je pense, impossible à effectuer, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été sauvegardées. Ce qui est intéressant quelquefois dans les archéologiques, c'est le vocabulaire auquel on a eu accès. À un moment donné, il y avait comme une sorte de nécessité d'utiliser un vocabulaire, d'avoir à sa disposition des termes très choisis, etc. Parce qu'on pensait que c'était ça le moyen de s'illustrer, de se différencier des autres, en tout cas, peut-être. Et je dis ça, donc il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais en tout cas, il y a des choses qui font passer, qui font partie du passé. Il y a des mots qu'on ne va plus jamais utiliser parce qu'on les a plus présents. C'est pas qu'on trouve qu'ils ne sont plus opérants, c'est qu'ils ne sont plus présents. Ils ont été présents à un moment donné. Il y a des formules, il y a des formulations, il y a des sortes de mise en place de textes et de développement. Ils ne sont plus. Et voilà, donc archéologique, c'est donc retour sur le fragment, sur l'élément qui est presque hors de son contexte. On chercherait à le rattacher à quelque chose, on ne trouverait pas. On ne trouverait pas
comment. Il parle parce que si on cherche un os, bien sûr, ça renseigne toujours. Il y a un certain nombre de renseignements qui sont tirés de l'objet, du fragment. Obligatoirement, on peut définir à quoi il correspond, quelle est sa nature. Et puis, si c'est un élément datable, on va essayer de le dater. Si il appartient à un organisme, on va trouver l'organisme auquel il appartient. On va rechercher toute une série de correspondances, mais il y a des éléments qui... il y a des éléments qu'on ne pourra pas extraire de cet élément. Parce que elle se serait diluée dans le temps, dans l'océan du temps. Voilà, quelque chose qui disparaît comme dissoute. Un élément peut-être important. Oh, j'en sais rien, il y avait un élément qui a attiré les gens près cet endroit. Je ne sais pas, par exemple, une source. Hein. Cette source, c'est vrai qu'il y a des éléments, il y a des offrandes, mais à quoi elle servait? Qu'est-ce que les gens venaient finalement y faire? Qu'est-ce qu'ils recherchaient quand ils venaient présenter des offrandes? Et voilà, donc on peut essayer d'imaginer. Il y a toujours un travail de peuplement, peupler le vide avec nous, finalement, avec ce que l'on peut mettre en place. Quelquefois des choses très peu consistantes. Quelquefois c'est juste, je sais pas, je ne peux pas me relier au passé, alors je recrée le passé avec tous les éléments que j'ai en main. Mais ce ne sera pas le passé tel qu'il s'est présenté. C'est comme ça, hein. C'est une histoire finalement qui ne se résout jamais, qui ne se termine jamais. C'est une quête qui est ouverte. Donc voici cette histoire archéologique, et je vais ramener les choses sur moi-même. Alors qu'est-ce que ça dit un corps qu'est-ce que ça dit? Une figure, une apparence d'un corps. Qu'est-ce que ça dit du passé de ce corps? Qu'est-ce que ça dit de l'avenir et de la destinée de ce corps? J'ai un corps en fin de parcours, a priori plus aucune possibilité d'exister ailleurs que dans... Donc, comme finalement on ne voit pas ma tête, mais finalement moi-même je ne veux pas avoir cette tête. Pas que je ne veuille pas la montrer, il n'y a que ça qui compte, c'est aussi moi-même qui est totalement incrédule, qui n'accepte pas cette tête, qui ne comprend pas. Voilà. Sa tête, cette figure, cette chose, ce n'est pas moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas consentir à accepter cela. Après donc, je suis quelque chose d'archéologique,
ou peut-être parce que je suis une représentation vivante d'un passé qui finalement va se clore. Je fais la liaison peut-être entre des façons anciennes euh, d'avoir rapport à la vie, euh, d'avoir rapport à tout un tas de choses, d'avoir rapport au rêve, d'avoir rapport à la destinée, d'avoir un rapport à la vision, finalement à l'espérance, d'avoir rapport à... Et puis les choses sont en train de changer, on est déjà en voie d'être transformé en vestige, en objet archéologique. Et je ne suis que dans l'archéologie, mais à tous les sens du terme, puisqu'il me reste que cela à disposition. Le présent, j'en étais exclu, j'en suis exclu. Le futur, évidemment, ce sera toujours pareil, et même en pire, dont l'exclusion va s'accentuer. Voilà, simplement c'est une chose comme ça. Alors, il n'y a rien d'autre à faire qu'à rester là, à constater. Je suis même pas une vigie, je ne joue même pas un rôle de gardien, je ne garde rien, à part mes petites choses à moi, mais qui n'ont aucune importance, ni aucune signification, ni aucune... ouais, je sauvegarde, je veille sur quelque chose. Euh, c'est une tâche que personne ne m'a octroyée. Voilà, tout seul, je suis là, je, je, je veille. Voilà. Dans mon musée des archéologiques. Voilà. Donc, c'est vraiment l'archéologique dans dans tout son côté terrible et et très peu réjouissant. L'archéologie, ça signifie que on va appartenir tôt ou tard au passé, que ce que l'on possède va devenir, euh, va devenir un objet archéologique, un objet du passé, un témoin, peut-être un témoin incomplet, peut-être qui n'arrivera même pas à nous survivre très longtemps. Il y a une sorte de recyclage des objets, il y a une sorte euh, de, de turnover. Il y a pas, les objets n'ont même pas le temps de s'installer que déjà ils sont mis, ils sont détruits et recyclés. Alors l'archéologie, ça fonctionne avec les choses qu'on ne recycle pas, les choses qu'on ne qui peut-être sont arrivées à la fin du cycle, qu'on a retravaillé, mais qu'à un moment, on est obligé de on est obligé de s'en débarrasser. Voilà donc une chose. Alors une chose, c'est vrai que le mot archéologique, c'est un mot très intéressant. Et comme j'avais pensé, je me suis dit, naufrage, c'est aussi chronique du naufrage, c'est aussi intéressant. Oui, ça reste intéressant, chronique du naufrage aussi, et chronique et archéologique. Euh, voilà, donc naufrage et archéologie, c'est un peu la même chose. Quand un navire, quand quelqu'un fait naufrage, il a des chances de laisser quelque chose derrière lui,
et un navire et quelque chose qui est au fond de l'eau, au fond de l'abîme, ben, elle ne disparaît pas totalement, elle est en attente d'être visitée, d'être extraite de son tombeau, voilà, d'être amenée à la vie sous forme de vestige évidemment, mais voilà, de connaître une nouvelle vie, voilà, un peu dans les tiroirs, c'est-à-dire dans les réserves des musées, dans les réserves des... Rien de bien glorieux n'empêche, hein, c'est pas ça. À quoi, quand on écrit quelque chose, quand on est mort, à part le fait que ça puisse profiter à nos héritiers, mais finalement à nous-mêmes, ça ne nous sert à rien. Donc que nos vestiges soient finalement conservés dans de très bonnes conditions, qu'ils soient laissés un peu à l'emprise du temps, c'est pas, ça change rien. Ça change rien puisque il y a, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc le futur, c'est par définition notre futur d'être non vivant, c'est la chose dont on ne peut pas parler. Alors, on se garde un peu toutes les portes ouvertes, bien sûr, toutes les hypothèses, quitte à ne plus rejeter l'idée d'une renaissance, d'une résurrection. Pourquoi pas? Pourquoi je vais finalement batailler contre ça, alors que ça peut m'offrir une porte de sortie, ça peut, minimum, ça peut me calmer, ça peut me conforter à un moment donné, ça peut atténuer mon sentiment de désespoir, pourquoi pas. Donc, quelqu'un de très, finalement, très opportuniste, hein, quelque part, il se saisit un peu de toutes les chances possibles. Il ne dit pas non, il dit tant mieux si ça existe, tant mieux. C'est donc archéologique, ça se termine parce que ça ne peut pas aller plus loin, et l'archéologique. C'est c'est vrai que dans cette histoire-là, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait dit, donc je transpose, il y avait quelqu'un qui avait dit, oui, laissez-nous devenir vos chiens. Donc c'était un film, voilà, quelqu'un qui qui habitait en Afrique, et il avait considéré que le traitement réservé aux animaux de compagnie était meilleur que celui, et finalement les animaux de compagnie vivaient mieux que des êtres humains, laissez-nous devenir vos chiens. En fait, on pourrait dire que le destin fait à des vestiges archéologiques et quelque part plus euh, finalement ils sont mieux considérés que des êtres vivants. Donc, quand on voit, et je ne sais pas, quand on a personne qui puisse prendre soin de nous, quand on voit le soin avec lequel, rester dans le traditionnel, une femme va prodiguer un objet préhistorique, la reconstitution, le fait de vraiment, elle va en prendre soin comme de quelque chose de très précieux. Et nous qui sommes vivants et, et qui sommes dotés d'un potentiel d'interaction sans aucune commune mesure avec un objet mort, avec un vestige, et nous on est laissé comme ça à l'abandon, on est livré à nous-mêmes, les personnes, pour nous restaurer, pour nous redonner un coup de main, pour reprendre des couleurs. Voici donc comment je termine ce propos. Bon, j'ai réussi à ajouter cette petite chute. Voilà, donc c'est comme ça.